Bonsoir Quentin. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Alors, ces dernières heures, à Odessa, que s'est-il passé précisément? Eh bien, il est environ midi samedi lorsque des missiles frappent le port d'Odessa. Sur les images, on le voit, on distingue un bateau amarré au port qui est touché. Très vite, les autorités ukrainiennes réagissent. Elles indiquent que des missiles russes ont frappé l'infrastructure portuaire. Dans le détail, elles précisent que 4 missiles ont été tirés, 2 ont été interceptés par les systèmes de défense antiaériens ukrainiens. 2 autres ont réussi à toucher leur cible. Surtout, Kiev va plus loin et affirme que l'armée russe a délibérément visé des sites où se déroule le processus d'expédition de céréales, en clair, des sites où il y a des grains de blé. Et ce n'est pas un détail, car cette frappe intervient au lendemain de l'accord entre les Russes et les Ukrainiens à Istanbul. Cet accord est signé dans la douleur par les 2 parties, permettant le retour des exportations de céréales ukrainiennes. Dans un premier temps, samedi, Moscou dément être responsable de cette attaque. Mais hier, revirement de situation, Maria Zakharova, la porte-parole russe des affaires étrangères, confirme que l'armée russe a bien frappé le port d'Odessa. Plus tard, le ministère de la Défense russe précise. Écoutez. Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В морском порту города Одесса, на территории судоремонтного завода, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад, поставленный Соединенными Штатами Америки киевскому режиму противокорабельных ракет «Гарпун». Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины. On l'a dit, mais on le martèle, Odessa, point stratégique dans cette guerre. Pourquoi? Oui, car l'Ukraine a 2 ports. Odessa, le plus grand port du pays, et Mariupol, ce dernier est tombé, vous le savez, début mai sous contrôle russe. Aujourd'hui, Odessa reste donc la seule porte d'entrée et de sortie de marchandises de l'Ukraine vers le reste du monde. Un point stratégique donc de ravitaillement, mais l'importance porte également sur les marchandises, des céréales et de l'acier. Et pour accentuer la pression sur l'Occident, les Russes veulent justement contrôler les exportations de céréales. L'Europe est dépendante à 80% par exemple des graines de tournesol ukrainiennes. Les Ukrainiens, eux, tentent de garder tout simplement leur principal atout économique. Dès le début de la guerre, Odessa apparaissait comme un point stratégique pour les Russes, mais jamais ils n'ont réussi à accéder à la cité portuaire, toujours repoussée au-delà de Mykolaïv. Alors Moscou change de stratégie et décide de bloquer le port par la mer. Des centaines de mines russes sont alors installées au large pour empêcher tout bateau de rentrer et de sortir. Des mines ukrainiennes sont également posées pour éviter toute invasion militaire maritime. Vendredi, l'accord signé par les Russes, par les 2 parties, devrait mettre fin à ce blocus. Et cette ville, pas seulement un point stratégique, également un symbole de cette guerre. Oui, d'abord un symbole d'une armée russe qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs initiaux face à la résistance ukrainienne. Et puis, en attaquant le port d'Odessa samedi, Vladimir Poutine continue de faire ce qu'il a toujours fait depuis le début de cette guerre, souffler le chaud et le froid. En signant l'accord sur les exportations de céréales vendredi, Moscou s'engageait à laisser passer les bateaux remplis de céréales à destination de l'étranger. 24 heures après, pourtant, Odessa, d'où partent ces bateaux, était bombardée. Pour les autorités ukrainiennes, Vladimir Poutine crache donc au visage du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Mais Kiev espère toujours que ces exportations de céréales commenceront, et ce, dès les prochaines semaines. Merci beaucoup Quentin pour les explications. Allons-y directement, mais commençons par la première étape. Est-ce que l'accord est menacé ou non? Alors je sais qu'il y a des déclarations qui sont plutôt optimistes, avec l'Ukraine qui dit que ça peut reprendre dès cette semaine pour les livraisons de céréales, que le Kremlin assure que tout sera exporté, continuera d'être exporté depuis le port. Mais bon, les dernières heures nous ont une nouvelle fois prouvé à quel point tout était fragile. On peut se raccrocher cette fois à l'espoir? Difficilement, hein. Je dois dire qu'avec Poutine, c'est très très difficile de se raccrocher à un espoir sérieux. Je vais essayer de donner quelques indications qui permettent de penser que peut-être cet accord peut avoir un débouché, mais juste un élément d'interprétation sur ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les frappes. Le lendemain, comme on dit, l'encre était à peine sèche sur l'accord qui a été signé en Turquie sur l'exportation des céréales, que Poutine donc frappait le port. Ça, c'est typique d'un mode de fonctionnement
que m'ont expliqué des chefs d'entreprise qui ont travaillé en Russie et qui m'ont dit la difficulté avec les Russes, c'est qu'un accord gagnant-gagnant n'existe pas pour eux. Soit il y a un dominant, soit il y a un dominé. S'ils ne sont pas dominants, ils ne font pas le deal, ils sont prêts à le casser, même à leur détriment. Là, ce qui est montré, c'est que Poutine dit on a signé un accord, en fait ce sont deux accords séparés, mais le dominant, c'est moi. J'ai la capacité de casser le deal quand je le veux. C'est pour ça que je suis perplexe sur la suite. Tant que ça arrange Poutine, et je vais expliquer pourquoi, dans un premier temps, ça arrange la Russie que cet accord puisse tenir la route, ou plutôt la mer. Mais quand il voudra le rompre pour une raison ou une autre, ou monter une opération pour faire croire que c'est les Ukrainiens qui ont cassé le deal, se retourner vers les pays africains en disant « Regardez, ma bonne volonté, c'est les Ukrainiens qui cassent le deal », il le fera. Alors quels sont les éléments qui permettent de penser que peut-être le Kremlin va essayer de respecter sa parole? C'est que Poutine a plutôt bien joué dans cet accord. Parce qu'en parallèle de l'accord, il a obtenu le fait que les céréales russes puissent sortir de Russie plus facilement. Il n'y a pas de sanctions sur les céréales russes, ni sur l'engrais russe. Mais les sanctions internationales globales, les perturbations du système de financement international, tout ça fait que Moscou a du mal à exporter ses propres céréales et son propre engrais. Là, l'accord qui a été signé débloque cela. Et il y a même une entaille dans le système des sanctions, c'est ce que Poutine voulait, puisque sur le plan du financement international, il y a un peu une brèche qui est faite. Donc c'est plutôt intéressant pour Poutine. Donc on peut penser que tant qu'il va pouvoir sortir lui-même ses céréales, etc., il peut respecter l'accord. Et puis quand à un moment ou à un autre, il considérera qu'il faudra le briser pour bien montrer que c'est lui qui a la main, il le brisera. Alors, il y en a d'autres qui pensent comme vous, notamment l'édito du Monde, qui écrit « Blé ukrainien, le défi de préserver un accord fragile, mais qui montre en quoi Vladimir Poutine n'a pas tout à fait non plus intérêt à rendre cet accord caduc. Premièrement, il lui permet cet accord de desserrer un peu l'étau occidental qui pèse également sur lui. Et deuxièmement, il a besoin d'entretenir le récit vis-à-vis d'une partie du monde selon lequel il est le camp des gentils, si je dois caricaturer un tout petit peu. Alexandre Melnik, vous, cet accord, vous dites... aussi fragile que soient les dernières heures, chaque heure, cette fois on peut y croire? Très fragile parce qu'en fait, c'est une parfaite illustration du modus opératoire de la Russie de Poutine depuis le début des opérations militaires en Ukraine. Ce modus opératoire est basé sur le mensonge éhonté. Parce que d'une main, Poutine signe cet accord, et de l'autre main, pratiquement en même temps, il bombarde le port d'Odessa, ô combien symbolique d'ailleurs pour les Russes et pour le monde, pour bloquer justement donc ces exportations. Pour moi, c'est une sorte de dédoublement de la personnalité, avec cette précision que Dr Jekyll ne cache pas qu'il est déjà Mr Hyde. C'est-à-dire, en d'autres termes, il sait qu'il ment. Il sait aussi que nous, les Occidentaux, nous savons qu'il ment. Et malgré tout, il continue à avancer et à mentir parce que je répète que le mensonge fait partie de l'ADN de la propagande de Poutine et de la démarche de la Russie de façon générale. Pour moi, en fait, il s'agit d'une prolifération du mal. J'ai déjà parlé sur cette antenne de l'addiction au mal, mais je dirais prolifération du mal parce que c'est la prolifération du mensonge. Donc, c'est-à-dire la contre-vérité qui avance aujourd'hui face à la vérité. Nous devons tout faire pour contrer la prolifération du mal qui s'affiche, du mal qui ne se déguise pas, le mal qui ne se cache pas et le mal qui jubile finalement dans son expression. C'est une immense piqûre de rappel à ceux qui pensaient encore qu'on pouvait compter sur Vladimir Poutine et qu'il avait sa parole. Bon, alors qu'on ne puisse pas compter sur Poutine et qu'il veuille montrer en permanence que c'est lui qui tient les rênes, oui. Ceci étant, cet accord est tout à fait dans l'intérêt de la Russie. Et ce n'est pas par hasard que M. Lavrov était en Égypte, premier importateur de céréales venant de la mer Noire, et qu'il poursuit sa tournée en Afrique aujourd'hui, parce que c'est dans l'intérêt de la Russie de montrer, après la visite de Macky Sall, président de l'Union africaine à Moscou, de montrer, vous avez vu, je vous aide, parce qu'il a besoin aujourd'hui, pas seulement lui, on en parlera peut-être à propos de la visite du président Macron en Afrique. On va le faire plus tard. Tout le monde a besoin de montrer où sont les alliances. On est dans une reconfiguration des alliances. Et les céréales jouent un objectif majeur vis-à-vis du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc cette
Cet accord est dans l'intérêt d'abord de la Russie, aussi bien pour montrer qu'il permet au grain ukrainien de sortir, que effectivement de sortir le grain russe parce qu'il a du mal à le sortir. Donc c'est dans son intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas montrer qu'il est le chef, ne va pas trouver une occasion pour montrer que ce sont les Ukrainiens qui empêchent le grain de sortir. Ceci étant, il a intérêt à ce que ça fonctionne. Alors après, il y a aussi peut-être une manière de dire j'ai signé un accord de laisser-passer. J'ai pas dit que c'était la fin de la guerre. Ah oui, Oui, ah oui, bien ça c'est sûr. très très clair. C'est très très clair que c'est vraiment une toute petite parenthèse dans pendant qu'il y a un accord, la guerre continue. Un tout petit détail pour aller dans le même sens que Dominique, ce qu'on a dit. Dans l'accord, c'est 2 accords parallèles, parce qu'en fait, c'est pas un accord entre l'Ukraine et la Russie. Non, on l'a Deux- montré dès vendredi. Voilà, très bien. L'un après l'autre, ils ont Absolument. signé Voilà. directement avec Eh la bien, Turquie et il y a l'ONU. un petit élément, c'est que l'Ukraine renonce à demander le grain, les céréales qui ont été volées. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est reconnu, c'est que la Russie a volé du grain. Et là, dans l'accord, la Russie, pour pas être obligée de restituer les tonnes, les dizaines de tonnes, les centaines de tonnes, les milliers de tonnes qui ont été volées, donc la Russie peut le garder. Mais en creux, ça veut dire, voilà, l'État russe est un État voleur. Donc c'est une parenthèse. On va voir. Il faut que ça dure le plus longtemps possible, parce que c'est important, évidemment, pour les Ukrainiens en termes de ressources. Et puis c'est tragique de voir ces céréales qui risquent de pourrir dans les silos. Il faut simplement, et je termine par là, rappeler que depuis des mois, les Russes brûlent les champs de blé, frappent les terminaux céréaliers, notamment Mykolaïv. C'est pour ça que vous ne voyez pas Mykolaïv dans les ports qui ont été choisis pour la sortie, parce qu'ils ne peuvent plus le faire, parce que c'est, comment dirais-je, des sites, des docks spéciaux pour faire le transfert des camions, des céréales dans les tankers, dans les bâtiments. Donc Mykolaïv a été détruit, et vous avez toute une série de silos, aussi bien d'ailleurs de blé que de tournesol ou d'huile de tournesol, qui ont été systématiquement frappés par les Russes. Donc c'est vraiment une posture criminelle que Poutine n'a cessé d'adopter, et demain il pourra reprendre. Enfin là il l'a montré et il continuera. Oui, il l'a montré parce que il est le maître du temps. L'histoire des harpoons, je ne crois pas du tout qu'il y ait des missiles harpoon. Donc les Russes disent, d'abord, dans un premier temps, ils ont dit, vous l'avez très bien dit, il ne s'est rien passé. Ils ont dit aux Turcs, c'est pas nous. Les Turcs se sont alignés sur la communication russe en disant, non, c'est pas les Russes. Après, changement de pied. Enfin, si vous voulez, depuis 6 mois, enfin 5 mois, un peu plus de 5 mois, on est habitué à ces revirements permanents. Donc les revirements permanents, je suis le maître du temps, j'ai dit d'accord pour un laisser-passer, j'ai pas dit que c'était la fin de la guerre. Les messages vraiment se sont enchaînés en quelques heures seulement. Sophie Coignard, votre analyse, votre regard. Alors, ça nous rappelle que la post-vérité, la vérité alternative, n'a jamais été l'apanage, par exemple, de Donald Trump pendant son mandat américain. Moi, je suis très, très frappée par cela depuis le début de cette guerre, par cette utilisation, cette instrumentalisation du mensonge. Je trouve que c'est très difficile. Moi, je m'intéresse à la politique française depuis fort longtemps. C'est très difficile à comprendre pour un esprit européen. Cette idée que le mensonge devient une arme, et une arme qu'il faut dévoiler. Je suis très sensible à ce que disait M. Melnik quand il parlait du mal à visage découvert. C'est assez étrange comme méthode de gouvernement. Mais finalement, je me dis, c'est pas très nouveau. Quand on regarde la manière dont Staline, par exemple, d'après tout ce que j'ai pu lire sur le sujet depuis longtemps, considérait et proclamait que les paysans ukrainiens qui mouraient de faim pendant la grande terreur stalinienne et les grandes famines en Ukraine, eh bien, faisaient preuve de mauvaise volonté. Alors, l'idée de la mauvaise volonté de la part de l'adversaire, de celui qu'il faut écraser, me semble une sorte de constante dans dans la stratégie de domination russe, et montrer qu'on est inhumain, qu'on est cruel, qu'on est criminel. Eh bien, pour un esprit, encore une fois, européen de l'Ouest, c'est courir à sa perte politique. Et j'ai le sentiment, mais j'aimerais savoir ce qu'en pensent vos autres invités, j'ai le sentiment qu'en Russie, et de manière historique en Russie depuis longtemps, c'est un atout. alors Le Monsieur Melnik, combat vous vouliez réagir. entre le mensonge et la vérité est éternel depuis le début de l'existence de l'humanité. Ce qui est nouveau, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un monde interconnecté,
dans un monde souvent gouverné par le clic, c'est-à-dire par les réseaux sociaux, c'est-à-dire cette contre-vérité, post-vérité, peut être diffusée avec quelques clics à travers le monde de façon instantanée. C'est ce qui se passe actuellement et vous avez tout à fait raison de souligner que Poutine était bien avant Donald Trump en tant que patriarche, si j'ose dire, de la post-vérité. Par exemple, quand il disait en 2014 qu'il n'y a pas d'armée russe dans le Donbass, il n'y a pas de chars, il n'y a pas d'armement, et ce sont les Ukrainiens qui avaient acheté ça dans une supérette du coin. Donc c'était évidemment cette post-vérité d'ailleurs à laquelle beaucoup de journalistes et beaucoup d'experts croyaient.